Je me suis dit, s'il achète un appart, il faut que j'en ai deux. À chaque fois que je mettais 15-20 000 euros de côté, j'achetais un appart. Aujourd'hui, moi, j'ai 19 apparts, ça me prend 1 heure par mois. La fiscalité en meublé, c'est Dubaï. Moi, j'en achète 4 par an. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au coin de ma rue. Pour cette deuxième saison, on va interviewer des gens qui ont investi dans la pierre. Aujourd'hui, on accueille Alexandre qui aime tellement acheter des appartements qu'il en a fait son métier. Au coin de ma rue. Salut Alexandre. Salut Raph. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On te connaît comme le fondateur de Beanstalk, mais je sais que tu es aussi investisseur à titre personnel. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé dans l'immobilier ? Comment je suis arrivé dans l'IMO, c'est un ami à moi qui arrive un matin et qui me dit qu'il a acheté un appart. On avait 24 ans et lui et moi, on est toujours en compétition sur tout. Et donc je me suis dit, s'il a acheté un appart, il faut que j'en ai deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, tu as acheté 2 appartements ? Dans la foulée, ouais. C'est incroyable. Tu avais quel âge ? 24 ans. Et alors, pour acheter des appartements à 24 ans, il faut avoir beaucoup de patrimoine familial ou on peut s'en sortir tout seul ? Peut-être qu'il faut, mais en tout cas, j'en avais pas, moi. Okay. Donc, j'avais exactement à l'époque 30 000 euros d'apport. Okay. Sur mes disponibles, que j'ai mis intégralement dans les 2 transactions et que j'avais gagné pendant mes stages, en fait, pendant l'école. Et par contre, il faut avoir un bon banquier. Bon banquier ? C'est l'idéal, ouais. Ah ouais ? Tu nous donneras le nom du tien à la fin. Ouais, avec plaisir, ouais. Je sais pas s'il travaille encore, mais ouais. 30 000 euros, tu t'achètes 2 appartements et depuis, tu as continué comme ça ? Exactement, en fait. À chaque fois que je mettais 15-20 000 euros de côté, j'achetais un appart. Ah ouais ? Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, j'en ai 19. Non. Ouais. 19 apparts ? 19 apparts. Et partout en France ? Surtout en Ile-de-France et 2 à Marseille. On va discuter pas mal de... Qu'est-ce que c'est que d'avoir 19 apparts et comment tu les gères, quel sens ça a pour toi pour le futur, quelle est ta vision un peu de l'immobilier et du logement, quel impact tu penses que ça peut avoir sur le social, etc. On va commencer un peu avec ces 19 apparts. Est-ce que tu peux nous donner l'investissement total que tu as réalisé et aujourd'hui, comment est-ce que tu le finances, combien ça te rapporte, comment ça fonctionne aujourd'hui ? Alors, j'ai investi autour de 2,5 millions. Ok. Et ça me rapporte un peu plus de 10 000 euros par mois en loyer. C'est quoi l'élément important pour toi que tu regardes ? C'est est-ce que le bien, il me prend la tête ? Beaucoup plus. Parce que moi, mon but, c'est d'en avoir le plus possible. Ouais. Donc, chaque bien, j'ai besoin de ne pas en entendre parler. Ok, c'est intéressant. Voilà. Ça veut dire quoi de prendre la tête ? Prendre la tête, c'est quand tu as des problèmes de copro, quand tu as des problèmes de locataires, quand tu as des problèmes de travaux. En gros, quand tu entends parler de ton appart. Aujourd'hui, moi, j'ai 19 apparts, ça me prend 1 heure par mois de les gérer. Ok, c'est un grand élément de vision que j'ai, ouais. Et alors, tu as un truc particulier pour bien choisir un locataire, pour pas qu'il t'embête par la suite ? Ça, c'est du feeling. Je passe beaucoup de temps, c'est toi qui le fais toi-même ? Alors, ça dépend, mais dans l'immense majorité des cas, ouais. Tu choisis tes locataires ? Ouais, je choisis mes locataires. Putain, c'est dingue. Et je crée une relation avec eux. C'est un des points clés de ma réussite de ce point de vue-là. Ok, c'est dingue. Ouais. Est-ce que tu as une stratégie pour faire des offres intéressantes ? Est-ce que tu as des histoires un peu marrantes sur des rendez-vous chez le notaire, des choses avec des vendeurs Ouais, alors moi je me souviens, là j'ai une histoire qui me vient. Bon, ça va rappeler quelque chose aux gens qui achetaient de l'immobilier avant le Covid, puisqu'à Paris c'était vraiment délirant. Fallait vraiment jouer des coudes pour avoir un appart. Aujourd'hui c'est plus le même marché, mais à l'époque c'était vraiment délirant. Et je me souviens m'être engagé à acheter un appart sans conditions suspensives de crédit, donc en déclarant que j'avais pas besoin de l'argent. Donc c'était un appart à 450 000 euros. J'avais évidemment besoin de l'argent. Et je me souviens qu'en même temps, j'essayais d'organiser mon mariage. Et il y a ces fameux 10 jours, une fois que tu as signé un compromis, tu as 10 jours pour changer d'avis, pour te rétracter. Donc moi, j'avais signé le compromis, j'avais ces 10 jours, et j'ai eu la réponse du banquier à 22h, le dernier jour des 10 jours, et j'avais le recommandé qui était prêt à être envoyé, et j'étais en voyage avec ma femme, ma future femme à l'époque, justement pour organiser le voyage. Elle n'a pas compris pourquoi j'ai sauté de joie, je me souviens, elle pensait que c'était lié au mariage. Non, on avait juste eu le crédit. Voilà. Putain, ça a dû lui plaire sur que le tu gères ça pendant les vacances, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu gères ça tout seul ou est-ce que tu délègues à des agences la gestion et la recherche de locataires ? La recherche de locataires, je le fais seul. Okay. La recherche de crédit, je le fais seul. Ouais. La recherche de biens, je l'ai toujours confié à quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Je cherchais tout seul, ça n'a jamais été ma passion. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des villes dans lesquelles tu as investi et pourquoi tu as choisi ces villes-là ? J'ai investi, j'en ai 12 à Paris Intramuros, et j'en ai 4
soit dans le 92, soit dans le 94. Et j'en ai un dans le 93, il est spécial celui-là, et j'en ai 2 à Marseille. Pourquoi il est spécial? Il est spécial, il m'a donné beaucoup plus de travail que les autres. Ouais. En fait, à chaque fois que tu fais le malin à vouloir faire de la renta, tu le payes d'une certaine façon. Ça veut dire quoi faire de la renta? Faire de la renta, c'est avoir globalement un loyer qui couvre une beaucoup plus grosse partie que d'habitude de ton crédit, justement. Et moi, j'ai fini par découvrir que le capitalisme il était plutôt bien fait. Plus un truc est rentable, plus il y a de risques associés. Et donc, le jour où je me suis lancé dans cette aventure donc, j'ai acheté une petite maison que j'ai divisée en deux apparts. Donc, je me suis pris pour un mania de l'immobilier ce jour-là. Très sympa en plus, ces apparts, mais en fait, j'ai des galères tout le temps. Ouais. Ça n'arrête jamais. C'est quoi les galères qu'on rencontre Alors, moi, je vais te dire, de mon point de vue, la plus grosse galère possible, d'ailleurs, c'est le chiffre numéro 1 que je recommande à tout le monde de regarder quand il achète un appart. Alors, personne n'y prête attention en général. Plus important que la renta, le DPE, l'emplacement, tout ça, c'est la quote-part de copropriété, les tantièmes. Plus tu as de tantièmes, plus tu t'es mis dans une histoire. Voilà, ça va être compliqué pour toi de t'en sortir. Et là, en l'occurrence, j'ai 25% de la copro. Et donc, j'ai découvert ce que ça voulait dire d'avoir 25% de copro. Mais j'ai également 100% de la maisonnette en question que j'ai achetée. Donc, elle fait partie d'une copro. Et on va revenir, là, tu parlais des taux d'intérêt, tu parlais du DPE. On va revenir sur tout cet environnement actuel de l'immobilier qui n'est pas simple, je pense, pour les investisseurs. Et juste avant ça, j'ai 2-3 questions, un peu coup de poing, sur lesquelles il faut répondre le plus vite possible. Allez. Est-ce que tu es prêt? Allez. Acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif? Il y a un an, j'aurais dit résidence principale. Aujourd'hui, investissement locatif. Pourquoi? Parce que les taux sont devenus trop chers. Ok. Avec ou sans travaux? Avec travaux. Il faut savoir se faire plaisir. Est-ce qu'il faut louer en meublé ou en vide? Meubler sans hésiter. Pourquoi? La fiscalité est beaucoup plus optimisée. C'est-à-dire qu'on passe... La fiscalité en meublé, c'est Dubaï. On ne paye pas d'impôts. La fiscalité en vide, c'est un pays communiste. Alors, c'est incroyable, c'est incroyable. Fiscale du meublé, là. Incroyable. D'où ça vient, ça? Je pense qu'on a une telle pénurie en France de logements meublés qu'il y a une volonté de promouvoir l'investissement locatif en meublé. Je pense il y a un vrai besoin, donc c'est pas inintelligent de le faire. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont détourné ces règlements pour en faire du Airbnb. Et c'est là le problème. Et le gouvernement s'attaque à ça. Parce que cette niche fiscale a du sens quand on crée des logements de long terme pour les étudiants dans les centres-villes. Elle a beaucoup moins de sens quand on sort des logements pour les mettre en courte durée. Gérer seul ou avec une agence? Je dois répondre très vite. Ça dépend de qui vous êtes. Moi, je pense qu'une agence, c'est quand même plus prudent. Pourquoi? Parce que ça coûte pas aussi cher que ce qu'on croit. Mais quand on choisit bien l'agence, qu'on n'a pas d'expérience tout le temps, ça rend vraiment service. Mais quand on commence à avoir l'expérience, qu'on a envie de découvrir par soi-même aussi tout ça, ça peut être très intelligent de le faire seul. Est-ce qu'il vaut mieux investir en région parisienne ou en province? Moi, je suis convaincu qu'il faut investir dans un endroit avec très très forte tension locative, où que vous investissiez. C'est le critère numéro 1, avec des petites quotes-parts de copropriété. Et en général, la zone qui regroupe le mieux ces deux critères, c'est l'Île-de-France. Tu as un avis sur le plafonnement des loyers comme mesure collective? Je suis partagé. Moi, je pense qu'il est très intelligent de mettre un plafonnement de loyer pour les logements qui ne sont pas décents ou pas salubres. Je pense que c'est... En fait, j'aurais plus formulé dans l'autre sens. J'aurais mis plus une carotte pour ceux qui font bien les choses qu'un bâton pour ceux qui les font mal. Et donc, je pense qu'il y a une vraie logique, mais que le fait de pas prendre en compte, typiquement, hein, on parle beaucoup du DPE en ce moment. Ouais. Moi, je suis très favorable à l'idée qu'on puisse récompenser. J'ai pas dit qu'on puisse mettre un loyer complètement déplafonné. J'ai pas de règle précise en tête, hein. Mais je pense que la logique d'encourager des gens à faire de la rénovation thermique en échange de quoi ils ont le droit de mettre un loyer supérieur, je trouve que la logique, elle est hyper pertinente. On a à la fois un rôle social équilibré puisque ça réduit la facture d'électricité pour le locataire, et pour le propriétaire, ça a du sens économiquement de faire sa rénovation thermique. Ouais. Voilà. Et donc, justement, alors parlons du DPE et de la situation actuelle du logement. Donc, il y a des interdictions de louer maintenant pour certaines classes en G. Est-ce que aujourd'hui, du coup, avec les taux qui augmentent, ces contraintes de DPE et tout ce qui existait avant sur la taxe foncière, les charges de copro, les impayés de locataires, est-ce que ça a encore aujourd'hui du sens de faire de l'investissement locatif?
Ah bah, oui, alors donc là, ce que tu viens de me dire, c'est il y a des nouveaux coûts qui se sont ajoutés. Ouais. Et donc, comment on les prend en compte pour bien investir? Et donc, le point de départ, c'est qu'il faut bien négocier son bien aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu sais pour acheter le même prix que l'année dernière, alors qu'il y a toutes ces contraintes qui sont ajoutées, Ouais. tu achètes un DPEG où tu vas devoir faire 30 000 € de travaux, tu le payes au même prix qu'il y a 2 ans, tu t'es fait arnaquer. Par contre, si c'est bien pris en compte, si tous ces éléments-là sont pris en compte et que tu as t'as le savoir-faire pour bien calculer tes coûts, tu sais prévoir tes travaux de DPE et tout, ça peut être hyper intelligent puisqu'on pourrait se dire aussi que le jour où les taux rebaisseront, bah, ton taux, tu pourras le renégocier. Ouais. Alors que ton prix d'achat, c'est plus difficile à renégocier. Hein. Et en fait, j'avais une question plus globale qui était que Macron avait remplacé l'ISF donc, par l'IFI, donc l'impôt sur la fortune, par l'impôt sur la fortune immobilière pour vraiment dire investissez dans des actions, dans l'économie réelle, mais on va taxer l'immobilier parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de spéculation là-dessus et que les gens s'enrichissent comme ça. Aujourd'hui, avec la montée des taux d'intérêt, j'ai l'impression que tout concorde à ce que, en fait, on décourage les gens d'investir dans l'immobilier ou que ce soit pas une classe d'actifs qui soit intéressante dans laquelle investir, quoi. Okay. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, elle est tellement plus intéressante que les autres. Heureusement qu'on fait tout ça. Okay. Parce que là, il faut imaginer, il y a moins de 10% des Français qui détiennent des actions. Donc en fait, on a du mal déjà à intéresser les Français puisque c'est une classe d'actifs qui est perçue comme très à risque. Ils ont en plus de ça une fiscalité qui est assez lourde malgré tout, même quand tu fais une plus-value sur une action. Donc tu as pris des risques, tu fais une plus-value, on te prend 30%. Là, en immobilier, alors moi j'ai parlé de locatif en l'occurrence. En immobilier locatif, tu vas avoir ta banque qui va te financer tout le crédit avec des taux beaucoup plus bas qu'ailleurs sur des très longues durées. Tu vas également avoir le droit à une fiscalité où tu payes quasiment 0 € d'impôt. À la fin, les TRI que tu sors réellement sur tes opérations, ils sont 2 à 3 fois supérieurs à ce que tu peux faire en n'importe quelle autre classe d'actifs. TRI, c'est taux de rendement. Ouais, oui, désolé, je déteste faire ça en plus. Donc, les taux de rendement interne, le taux réel de ton placement, il est très supérieur aux autres classes d'actifs et pourtant, la perception du risque, elle est beaucoup plus faible. On voit à peu près ce qu'on va en faire de cet appart. Surtout si tu prends des petites cotes-parts de copro. Et il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est l'immobilier, c'est aussi le logement et c'est aussi un aspect social de la chose, que les gens puissent avoir un toit, quoi. Et est-ce qu'il y a une antinomie entre faire de l'investissement locatif? Est-ce que ça exclut des gens du marché du logement? Est-ce que le fait que ça devienne une classe où, ce soit une classe où il y a beaucoup de spéculation fait que il y ait moins de gens qui puissent se loger, quoi? C'est un grand débat qui est complexe. Je pense pas moi je pense pas avoir la clé de ce sujet qui est ultra valide. Je pense malgré tout qu'il y a des points qui peuvent être hyper intéressants. Typiquement, nous, on s'est fait la remarque chez Beanstock il n'y a pas longtemps, c'est que plus de 90% des apparts qu'on a vendus n'étaient plus loués depuis 10 ans avant qu'ils soient vendus à un autre client. Donc, on a remis des biens sur le marché. Donc, c'était des logements vacants. C'était des logements vacants. Okay. Et quand tu fais ça, déjà, tu peux te dire que tu as eu un rôle positif. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut tempérer les loyers, toutes ces questions-là. Les mairies, en général, se saisissent du sujet. Et donc, dans la plupart des villes, on respecte systématiquement l'encadrement des loyers. On fait investir dans des apparts qui sont rénovés sens thermique, des apparts qui sont beaux, qui sont confortables. On n'a pas de punaise de lit. On est quand même dans des logiques où on a l'impression d'apporter quelque chose. Mais ça, c'est la logique que nous allons avoir, que certains investisseurs vont avoir. Ça n'enlèvera rien, en fait, qu'il y a des gens qui ont des comportements beaucoup moins positifs, qui vont louer des biens qui sont insalubres. Mais en fait, c'est que tout simplement, là, on a affaire à des gens qui ne respectent pas la loi. La France est un pays qui réglemente particulièrement la notion de logement salubre. On est dans un beau pays pour ça et je trouve que c'est quand même un marché qui est très équilibré. Les intérêts et du locataire et du propriétaire sont quand même très équilibrés en France. Et si tu avais une mesure pour répondre un peu à la crise actuelle du logement, ce serait quoi? Wow. Non, je pense que là, j'en vois 2 qui me viennent. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'encadrement des loyers par rapport au DPE. Moi, je pense que j'aurais déplafonné le loyer pour ceux qui ont des DPE convenables. Je pense que ça encouragerait beaucoup les bons comportements en matière de rénovation thermique et que ça ferait grandement baisser la consommation énergétique pour les locataires. Et la deuxième, c'est que je reviendrais probablement sur une règle du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF,
qui n'autorise plus le calcul différentiel pour faire du locatif. Donc, si demain, tu achètes un bien qui te rapporte 500 € par mois et qui te coûte 500 € par mois, il a beau n'avoir aucun impact sur ton quotidien, d'un point de vue financier, en réalité, il est très impactant sur ton taux d'emprunt, sur ta capacité à emprunter à nouveau pour la fois d'après. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Ça fait 3-4 ans qu'ils ont instauré ça, depuis décembre 2019. Ça arrive en même temps que le Covid, c'est pas un hasard. Deux mauvaises nouvelles en même temps. Et celle-là, je trouve que c'est vraiment une anomalie de marché que personne ne comprend. Alors, juste avant un peu pour parler de Beanstalk et de comment est-ce que vous réagissez par rapport justement à la montée des taux d'intérêt, quelle est votre situation actuelle. Il y a, on voit passer pas mal de contenu sur les réseaux sociaux de personnes qui souvent vendent des formations pour devenir rentier en 6 mois. Et du coup, on a 2-3 questions là-dessus. Est-ce que l'investissement immobilier, c'est un excellent moyen d'avoir des revenus passifs ? Alors, je sais que c'est une notion qui plaît beaucoup. Déjà, ce sera la passivité d'un revenu, c'est toujours relatif. Et encore une fois, tu peux faire plein d'erreurs dans l'IMO et je peux te trouver plein de propriétaires qui seraient pas d'accord avec la notion de passif. Mais je pense aussi que je vais répondre de façon générale, quelle que soit la classe d'actifs, tu vas avoir un rendement. Et les gens qui s'imaginent que parce que c'est payé par la banque ou parce que c'est du loyer, donc c'est simple à gérer ou pas. J'ai jamais vraiment bien compris pourquoi on appelait ça passif versus d'autres revenus. Des dividendes aussi, c'est passif. Mais bizarrement, c'est un peu plus stressant parce que tu vois le cours de l'action qui bouge. Je pense que c'est un placement comme les autres, avec un rendement comme les autres classes d'actifs, mais qui a cette particularité d'être supérieur à ce qu'on voit sur les autres classes d'actifs accessibles au grand public. Livret à 3%, c'est génial. Sur un TRI, un temps de rendement interne classique qu'on voit sur un placement, même aujourd'hui avec les taux actuels, on est entre 7 et 10%. Et la perception du risque est faible. Donc, c'est pour moi la seule distinction entre l'immobilier et les autres classes d'actifs, c'est qu'on est sur un couple rendement-risque qui est encore perçu comme très, très positif. Et a raison, à mon sens. Est-ce que la location saisonnière en France, c'est un paradis fiscal ? Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. Ah oui, c'est très clairement un paradis fiscal, au même titre que la location meublée. Ouais. Mais mais c'est surtout que là, pour le coup, j'ai du mal à voir la vertu pour la société française. C'est une bonne question pour le ministre du Logement. Ouais. Acheter une passoire thermique pour la rénover, c'est un bon bail. Alors, si tu sais projeter un DPE, c'est le meilleur. Investir en SCI est un outil pour investir dans l'immobilier à foison sans être fiscalisé. Complètement faux. C'est en fait il y a deux notions. À foison, ça change rien en fait que tu le fasses en SCI ou pas en SCI. Mais parce qu'à une époque c'était vrai. Okay. À une époque, la banque elle pouvait exclure un bien que tu possédais en SCI de ton calcul d'endettement. Aujourd'hui, elle peut plus. Aucune banque le ferait. Donc le à foison, pas plus qu'en pas SCI. Et par ailleurs, la niche fiscale du meublé s'applique au SCI à l'IS. Sur les loyers. Mais en fait, il se trouve qu'il y a une deuxième composante dans cette niche fiscale sur la revente qui ne s'applique pas si tu es en SCI. Donc, la niche fiscale, tu n'en profites qu'à moitié si tu es en SCI. Et si tu es en nom propre, elle est beaucoup plus puissante. Ok, intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Beanstalk ? Qu'est-ce que vous faites ? D'où est venue l'idée ? Et aussi, on va parler ensuite de où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Donc Beanstalk, c'est une plateforme qui permet à des particuliers d'investir dans le locatif et donc de traiter toutes les questions qu'on se pose depuis tout à l'heure. Comment on fait avec toute la... En fait, plus le marché... C'est marrant parce que nous, on a créé la boîte, on a eu l'idée de la boîte en 2019, il n'y avait pas d'encadrement de loyer, il n'y avait pas de DPE, les taux ils étaient à 1%. C'était un autre marché, c'était la jungle, on pouvait faire à peu près n'importe quoi, tout se passait bien. Le marché a complètement changé et ce qui est intéressant pour nous, c'est que plus le marché se complexifie, plus il y a besoin d'accompagnement. Ouais. Et nous, on est là pour remettre de l'ordre, pour que tu comprennes bien ce que tu es en train de faire. C'est vraiment ça la mission de Beanstalk, c'est qu'on arrête de faire les choses de façon passive. Moi, j'ai fait les choses de façon passive en commençant. J'ai fait plein d'erreurs. Je découvre typiquement l'histoire des codes-parts, je t'en parlais, mais il y a des biens où j'ai dû enlever de l'isolation parce que j'avais pas la bonne hauteur sous plafond. Mais moi, je savais pas, on m'a jamais dit quand j'ai acheté qu'il y avait une hauteur sous plafond minimum. Ou t'as des pièces qui sont pas assez grandes. Il a fallu que je casse des salles de bain pour refaire parce que il faut, tu vois, il y a une règle typiquement à laquelle on pense beaucoup. C'est que, en France, tout le monde pense qu'il faut 9 mètres carrés dans un appart pour qu'il soit louable. C'est pas vrai. Il faut 9 mètres carrés dans au moins une pièce. Ça change tout. Mais ça, moi, j'ai déjà eu des notaires qui m'ont dit, mais c'est très que personne l'applique, Alexandre. Ça va.
Bah non, ça marche pas comme ça, parce que si un jour tu as un problème avec un locataire, il gagnera le locataire. Bien sûr. Ouais. Et là, tu perds tous les loyers que t'as. Et il aura raison. Enfin, et c'est bien qu'il y ait des règles comme ça. Et tu as une petite boule de cristal pour nous dire si les taux d'intérêt vont continuer à augmenter ou si... Boule de cristal, non, mais je suis complètement passionné par le sujet, donc je vais vous donner moi ce que je vois. Moi, je regarde toute la journée les prix des matières premières. Je regarde, mais vraiment tous les jours, sans blague, pétrole, électricité, gaz. Et je regarde également tous les jours, enfin, dès qu'il y a des publications sur les taux d'inflation, ce qui a tendance à quand même être une bonne façon de voir la suite en termes de taux d'intérêt. Et là, tout indique qu'on est arrivé à la fin de la hausse des taux. Alors, pas des taux IMO, parce que les taux IMO en France, ils ont une particularité, ils augmentent au rythme du taux d'usure, qui lui-même augmente un peu avec un peu de retard. Donc, on a encore 4-5 mois de montée des taux. Je pense qu'on va arriver à 5, 5,5 pour les taux immobiliers. Par contre, les taux de la BCE, pour moi, sont arrivés à leur sommet et on devrait commencer à avoir les premières baisses d'ici un an. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il faut reporter ces projets d'investissement dans un an ou est-ce qu'il faut acheter maintenant ? Ah bah non, je pense qu'il faut... En fait, la clé, c'est toujours pareil. Il faut bien négocier son prix. Il faut profiter du marché pour taper sur le prix aujourd'hui. Et dans 2 ans, on ira renégocier son taux. Voilà. C'est un beau projet, ça. D'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles cibles, toi, à titre personnel, d'achat d'appart ? Moi, j'en achète 4 par an. T'en achètes 4 par an ? Ouais. Comme tu vas aux courses chez Franprix. C'est le deal que j'ai avec mes banques. C'est 4 par an. Ok. Ouais. Donc, j'ai l'impression que la relation avec le banquier est très importante. C'est la clé de tout. C'est lui qui détermine ce que tu peux gagner comme argent. Et tu l'emmènes au resto Alors attention, il faut faire très attention parce qu'ils ont c'est très codifié la corruption dans le système bancaire, parce qu'ils ont quand même le pouvoir de donner quelque chose d'important qui s'appelle l'argent. Mais oui, j'ai une relation personnelle avec mes banquiers. Je connais les dates d'anniversaire des enfants. On se prend des déj régulièrement. Je suis le bon client pour eux parce que Mais en plus de ça, il se trouve que par ailleurs, j'ai Beanstalk. Donc, on envoie beaucoup de clients à nos banquiers. Donc, ça fait partie de la relation. C'est donnant-donnant, une relation bancaire. Voilà. Est-ce qu'il y a un parcours d'investisseur qui t'inspire et que tu aimerais inviter dans ce podcast, pardon ? Alors, j'en ai un qui me vient, mais je pense pas qu'il fasse de podcast. Mais en fait, c'était le propriétaire de nos bureaux d'avant, nos précédents bureaux. Un jour, je le rencontre parce qu'on voulait négocier un peu le prix. Je le rencontre et je vois des très beaux bureaux et je me rends compte qu'en fait, lui, il possède 2500 apparts. 2500 apparts, c'est le plus gros propriétaire en France, non ? En fait, il travaille avec une équipe, ils sont 3. Ils ont des petits locaux qui payent pas de mine dans le 16e et en fait, ils ont un réseau immobilier inimaginable en France, c'est-à-dire qu'ils connaissent les maires, MAIRES, de centaines de petites villes. Et ils sont les premiers informés quand il y a quelqu'un qui doit lâcher pour X ou Y raison son appart, ou sont plus souvent des immeubles. Ils achètent l'immeuble et ils s'engagent auprès du maire à en faire quelque chose d'exceptionnellement beau, d'exceptionnellement qualitatif, et derrière de le revendre à des investisseurs qui eux-mêmes vont le louer, vont le mettre sur le marché. Et donc, nous, on a commencé à travailler avec eux, mais ils ont une force de frappe. Donc, ils nous font découvrir des villes tout le temps. Moi, il y a des villes que je connaissais pas, qui ont apparemment un très gros potentiel. Et je trouve ça fou l'énergie que certaines personnes peuvent avoir. Quand on a 2500, normalement, tu arrives au moment où tu peux partir à la retraite, t'es bien normalement, tu vois. Et eux, ils n'arrêtent pas, ils continuent, ils ont la pêche, ils adorent, et ils trouvent des nouvelles villes. C'est des vrais Parisiens, mais qui connaissent toute la France, quoi. J'adore. Bon, écoute, merci énormément d'avoir répondu à nos questions. Je pense que c'était extrêmement éclairant. Et puis, on va essayer d'inviter, du coup, ce monsieur qui a 2500 apparts, quoi. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. À toutes. Merci, Raph. Salut.